bonjour. J'accueille aujourd'hui chez Agora, ici Télévision Montréal, M. Constantin Dabiré, qui est expert comptable, cadre de banque dans la Banque ouest-africaine de développement. Il capitalise plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le secteur public et privé au niveau national et international. Il assure actuellement les fonctions de président-directeur général de la SA2IF, une société de bourse agréée par l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Il est auteur, entre autres, de Le partenariat public-privé comme alternative au financement des infrastructures publiques performantes, mythe ou réalité, publié chez les éditions EMS en 2019, puis auteur de Financement et gouvernance des infrastructures via les partenariats publics-privés, publié aussi chez EMS en 2023. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora, mesdames et messieurs. Je souhaite la bienvenue parmi nous, M. Dabiré. Bonsoir, M. Kamal Benkiran, et merci de me recevoir sur votre plateau. Ça fait plaisir de vous recevoir. Vous êtes polyvalent. Bon, vous êtes dans la comptabilité, vous êtes cadre de banque, vous écrivez des livres. Le fait d'écrire des livres, là, vous partagez votre savoir avec beaucoup de générosité aussi à ce niveau, et c'est tout à votre honneur. Et puis avec une expérience de plus de 2 décennies dans les secteurs publics-privés. Fait que, à ce niveau, c'est votre domaine d'expertise, les partenariats publics-privés. En quoi peut-on dire justement que ces partenariats publics-privés sont-ils ou peuvent-ils être un instrument de financement des infrastructures publiques de manière générale? Merci beaucoup. La question est très pertinente. Je dirais que, comme vous l'avez pu constater dans le livre, le partenariat public-privé fait appel à une association entre des parties publiques et des parties privées en vue donc de réaliser, de financer, d'exploiter, voire de maintenir des infrastructures d'intérêt public, la notion d'intérêt public est importante, ou d'utilité publique. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les États à travers le monde, et précisément dans les pays du Sud, font de plus en plus face à des contraintes pour pouvoir mobiliser des ressources en vue de réaliser ces infrastructures d'utilité publique ou d'intérêt public. C'est alors qu'on fait appel au secteur privé, qui a une certaine expertise pour s'associer aux États, aux collectivités publiques, en vue de mobiliser des ressources assez importantes et de réaliser des infrastructures d'utilité publique. À travers donc ce processus, le PPP devient un instrument à même de permettre de mobiliser des ressources et de réaliser des infrastructures, je dirais donc au profit des États. Et c'est d'intérêt public, quand vous dites ça, c'est une norme justement à retenir à ce niveau. Quels sont les déterminants de participation du secteur privé dans le financement justement des infrastructures en Afrique subsaharienne? Parce que apparemment, vous avez fait une étude assez concentrée dans cette partie de l'Afrique. Exactement, tout à fait. Et merci beaucoup. Je dirais globalement, lorsqu'un secteur privé ou lorsqu'un privé décide d'intervenir dans un secteur, il vient pour réaliser du profit, chose normale. Et en vue de réaliser ce profit, il va s'assurer que l'opération dans laquelle il intervient est rentable. Donc, vous avez un certain nombre de leviers sur lesquels il faudra jouer. Dans le cas précis des PPP, à travers notre étude, nous avons démontré qu'il existe un certain nombre de déterminants qui sont comme des leviers, des facteurs clés à même de permettre la réussite des projets en PPP. Parmi ces déterminants, parmi donc ces leviers, ces facteurs clés, vous avez la taille de la population. Plus un pays a une population élevée, plus la demande en consommation de biens et services dans ce pays est élevée. Prenons un peu dans le domaine de la santé aujourd'hui. Un pays qui a une population élevée aura à faire face forcément à des besoins dans le domaine de la santé. Prenons l'éducation, prenons un peu le secteur de l'énergie, prenons le secteur des transports. Dans tous ces secteurs, lorsque vous avez une population très importante, forcément, la demande en consommation de biens et services sera importante. Donc, c'est dire que la taille de la population peut être un levier, parmi tant d'autres, pour favoriser la réalisation d'infrastructures, la maintenance de ces infrastructures et leur exploitation. Le niveau de revenus d'un pays également peut être considéré comme un déterminant, comme un facteur clé. Plus un pays
a un niveau de revenu élevé, notamment le revenu par habitant, plus le niveau de consommation dans ce pays sera élevé. Ceci donc prouve que le niveau de revenu peut être, je dis bien, un facteur. Et jouer un rôle. Quelquefois, quand vous associez le niveau de revenu à la population, vous avez également un indicateur, à la taille de la population, vous avez également un indicateur, un déterminant de la consommation de biens et services. La stabilité socio-politique d'un pays est également un facteur. C'est vrai, à ce niveau, il y a un contraste, mais en général, un pays qui connaît une stabilité socio-économique aura tendance à attirer des investisseurs étrangers. Et la venue de ces investisseurs étrangers va favoriser justement le financement des infrastructures, va favoriser la consommation. Donc, c'est-à-dire qu'un pays qui est stable est un pays qui peut attirer des investissements. Un pays qui a un régime juridique, un régime institutionnel, donc on parle déjà des questions de gouvernance, qui attire la confiance du secteur privé, peut facilement mobiliser ce secteur privé pour réaliser des infrastructures. Une fois de plus, n'oublions pas, le secteur privé intervient dans un pays pour faire du profit. Donc, il veut s'assurer que toutes les conditions sont réunies dans ce pays pour favoriser son intervention. Et parmi ces conditions, vous aurez donc la stabilité sociopolitique, telle que je l'ai expliqué. Vous aurez également la qualité du cadre institutionnel, la qualité du cadre juridique à même d'assurer le secteur privé. Nous avons également le plus... Oui, vous voulez parler? Oui, je voulais dire que justement l'intervention du secteur privé permet de faire des profits. Ça, c'est quelque chose aussi de crédible au niveau des PPP. On va juste faire une pause pour vous permettre de continuer dans l'enchaînement de vos idées, Monsieur Constantin Dabiré, que j'accueille aujourd'hui, mesdames et messieurs, chez Agora, ICI Télévision. On parle de financement, de gouvernance des infrastructures via les partenariats publics-privés. Et ça, c'est le dernier livre de mon invité, publié chez EMS. On parle de menaces et perspectives dans le contexte de l'Afrique subsaharienne. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora ICI Télévision. Monsieur Dabiré Constantin, c'est mon invité de ce jeudi chez Agora. Bon, on parle de banque, on parle de finances, mais on écrit à ce niveau. Et notre invité d'aujourd'hui a écrit 2 livres. Bon, 2 livres entre autres, il a écrit plus de 2 livres là. Mais son tout dernier, c'est celui-là, financement et gouvernance des infrastructures via les partenariats publics privés. C'est le tout dernier, publié aux éditions EMS. On va enchaîner avec vous, Monsieur Dabiré. Donc, justement, dans votre livre, vous faites référence au PPP comme alternative à l'investissement, au financement public. Bon, là, on parle d'alternative hein, à l'investissement. Voulez-vous nous en dire plus à ce niveau? Exactement. Le PPP est une alternative parce qu'il n'est pas le seul moyen de financement des infrastructures, il n'est pas le seul moyen de financement des investissements. Vous êtes d'avis avec moi que les États eux-mêmes, à travers leur politique publique, ont la possibilité de financer directement des infrastructures. Et d'ailleurs, tous les États du monde le font, financent directement des infrastructures. Et comme je l'ai dit tantôt, au même moment, ils sont de plus en plus confrontés à la rareté des ressources. Ils sont de plus en plus confrontés au fait que les besoins vont croissant. Donc, vous avez un peu cet effet ciseau, ce qui les amène à vouloir trouver toutes les pistes de solutions pour pouvoir parvenir à pouvoir équilibrer le budget. C'est ça d'abord, c'est une question d'équilibre du budget en fait des États, à pouvoir donc financer des investissements. Et parmi ces solutions, vous avez le PPP. Comme je le dis, il n'y a pas que le PPP en fait. L'État peut aller directement, comme l'État peut décider de faire un appel d'offres, de sélectionner un privé qui va le faire à travers une commande publique classique. Mais dans le cas des PPP, vous avez la notion d'intérêt public qui est là, la notion d'intérêt général, la notion d'utilité publique en fait. Un projet, généralement, une infrastructure, un investissement dont la réalisation va relever du ressort de la partie publique dans le cadre de sa mission, de sa prérogative de puissance publique. Mais pour
une question d'objectif bien donné, va décider de les confier au secteur privé ou va s'associer, je dis bien s'associer au secteur privé pour les réaliser. Et en ce moment, effectivement, le PPP est une alternative, un moyen parmi tant d'autres pour pouvoir faire face justement aux besoins infrastructurels d'un pays, pour pouvoir faire face à la question de réalisation des investissements, qui est une question capitale. Aujourd'hui, on voit un peu au Canada ce qui se passe. On a des grèves un peu partout. Un peu partout. De plus en plus, les gens se plaignent du manque de moyens, et c'est une réalité. Et ce qui pousse les États à réfléchir en vue de trouver des solutions, en vue de trouver un équilibre justement dans l'allocation budgétaire pour pouvoir faire face à ces différentes situations. Et concernant la gouvernance, M. Dabiré, justement, en parlant de gouvernance, dans la mise en œuvre des politiques publiques, est-ce qu'on parle de la gouvernance au niveau des institutions démocratiques, la gouvernance au sein de l'autorité, des autorités financières, des institutions bancaires? Comment est-ce qu'on peut justement encadrer ce terme quand on parle de gouvernance? Parce que le contexte se prête toujours justement au cadre démocratique d'un pays. Mais ici, est-ce qu'on parle de la gouvernance au niveau de l'autorité financière? La question de la gouvernance dans le cadre des PPP, elle est globale. Il n'y a pas seulement que la gouvernance, comme vous l'avez dit, au niveau du pays, au niveau institutionnel. Je dirais que c'est un ensemble de règles qui va faciliter la participation du secteur privé dans la réalisation des infrastructures. Un ensemble de règles à même d'attirer le secteur privé dans un pays pour pouvoir réaliser des infrastructures. Donc, vous avez des indicateurs qui sont utilisés au niveau, par exemple, de la gouvernance. Je prends, par exemple, un indicateur, la transparence. L'indicateur de transparence est un indicateur assez important lorsque vous voulez faire appel, par exemple, à une multinationale. Elle va s'assurer qu'en venant compétir, elle pourrait être adjudicataire si le processus d'adjudication se fait dans la transparence. Si les critères sont prédéfinis à l'avance, si le choix est fait conformément au cadre qui a été prédéfini. Vous voyez, là, c'est une question de gouvernance. Oui. La gouvernance également peut s'apprécier à travers la qualité du privé, de l'investisseur, de l'opérateur qui est retenu. Okay. Si vous allez choisir un opérateur qui n'a pas l'expérience, l'expertise nécessaire, à qui vous allez confier la réalisation d'un investissement, il peut se poser des problèmes. Il peut se poser une crise de confiance dans le système, mais vous avez également le risque que cet investisseur ne soit pas en mesure de réaliser l'infrastructure pour laquelle donc il a été recruté. Et c'est un problème de fond qui se pose surtout dans les pays du Sud, en fait, le choix. Si vous prenez un investisseur qui est déjà blacklisté, on a des cas quelquefois, blacklisté, vous créez déjà un problème de confiance. Donc, le choix de l'investisseur privé est un élément très crucial. L'expérience de cet investisseur privé est un élément très crucial. Au-delà du choix de l'investisseur, vous avez même l'appréciation du coût de l'investissement à réaliser. Vous prenez un projet qui peut coûter, je dis n'importe quoi, 100 millions de dollars, vous le surfacturez à 150 millions, vous le surfacturez à 120 millions, vous pouvez susciter une certaine crise. Il peut se poser un problème sérieux. Et d'ailleurs, des études de la Banque mondiale prouvent que dans les pays du Sud, le coût des investissements coûte un peu 2 fois plus cher que la moyenne dans la mondiale. Pourquoi? Quelquefois, ce sont ces questions de gouvernance qui se posent, qui entraînent une surfacturation. Donc ça, c'est un problème qui est là. Prenons maintenant le cadre réglementaire juridique proprement dit, l'environnement des affaires. Vous vous rappelez, la Banque mondiale pendant longtemps a accompagné les pays à travers son Doing Business pour pousser les pays à mettre en place des cadres compétitifs dans le monde des affaires en vue de pouvoir faciliter l'attrait du secteur privé à réaliser des infrastructures, l'attrait du secteur privé à financer des investissements, l'attrait du secteur privé à venir intervenir dans un pays. Donc, le cadre, l'environnement juridique, l'environnement institutionnel dans un pays est un élément assez important pour favoriser l'intervention du secteur privé. Et ces questions, il ne faudra pas les prendre à la légère. Ce sont des questions assez fondamentales. Ce sont des questions qui ont une relation avec la confiance.
Un investisseur qui n'a pas confiance en un secteur, et il peut ne pas venir. Au-delà donc du cadre institutionnel, vous avez même également, vous en avez parlé, le cadre institutionnel, mais vous avez le cadre proprement politique. Un pays qui a des dirigeants qui sont, comment dire, qui ne sont pas élus, qui viennent à travers un coup d'État. Un pays qui a des problèmes de stabilité. Un pays qui n'a pas un parlement, la question du parlement se pose le plus souvent, qui n'a pas un parlement à même de voter les lois, à même de suivre l'action gouvernementale, aura de la peine à pouvoir attirer des investisseurs. Donc c'est sûr que le cadre joue justement un rôle très intéressant à ce niveau. Juste une pause pour ne pas vous couper la parole et on continue après cette pause. J'accueille Constantin Dabiré, mesdames et messieurs. On vous revient après la pause. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Alors, on parle finance, on parle un peu banque, on parle justement gestion au niveau bancaire, gestion des États. Mais on a un invité intéressant avec ces livres qui sont intéressants. Le tout dernier, Financement et gouvernance des infrastructures via les partenariats publics-privés aux éditions EMS. C'est son tout dernier. Alors, M. Dabiré, on parlait justement de gouvernance, de tous ces cadres d'institutions démocratiques, que ce soit au niveau, à l'échelon d'un pays ou à l'échelon justement des institutions qui sont inhérents à ce pays, justement. On parlait de gouvernance, mais maintenant, parlons de ces retours d'expérience. Il y a plusieurs points que vous avez ramenés dans votre livre, dans les retours d'expérience. Comment peut-on bâtir justement des stratégies de développement efficaces de PPP à partir des retours d'expérience? Merci. Et il faut dire qu'aux alentours des années 2014, lorsque nous avons commencé à nous intéresser à la question des partenariats publics-privés, il s'est avéré que nous n'avions pas assez de retours d'expérience. C'est une étape où la plupart des États commençaient à faire des retours d'expérience. La plupart des banques multilatérales de développement commençaient à s'intéresser aux retours d'expérience en vue de tirer les leçons. Des leçons sur ce qui marche bien, ce qui peut bien marcher, mais également des leçons sur les points faibles, les échecs liés à la mise en œuvre des projets. Ces leçons permettent de développer, de bâtir des stratégies, permettent de voir les critères, par exemple, de sélection de projets, les critères de mise en œuvre des projets. Ces leçons, je dirais, pour moi, sont un élément essentiel pour définir une stratégie, un élément essentiel pour recadrer une stratégie, un élément essentiel pour éviter les erreurs du passé. Je vais vous donner un exemple. Une fois, on s'est retrouvé au Marrakech pendant un forum et on avait un docteur en génie civil qui nous a fait une très belle présentation d'une infrastructure routière, une autoroute. Et en faisant sa présentation, il était content et il montrait les photos. Subitement, nous avons constaté une fissure sur l'autoroute. Très belle autoroute qui venait d'être inaugurée. Mais il y a un intervenant qui lui demande, on ne comprend pas. Vous prenez cette autoroute, vous en êtes fiers, mais on constate une fissure. Il dit oui, en réalité, les études ont été réalisées dans les années 70 et l'autoroute a été réalisée dans les années 2010. Et il fait savoir que cela explique en réalité la fissure. On dit, mais comment ça? Les études n'ont pas été entièrement actualisées. La construction de l'autoroute n'a pas tenu compte des réalités du moment. Vous voyez là, c'était un cas très concret. Oui, et dans les pays du Sud, c'est assez fréquent, ce genre de situation, où on se base sur des études de 10, 15, 20 ans pour réaliser un investissement à un temps donné. Mais les risques d'erreur sont très grands. Et je pense que là, il faut tirer les leçons de ces situations-là et actualiser les études et comprendre que dorénavant, pour faire une autoroute d'une telle envergure, il faut plutôt des études actualisées et non prendre simplement des vieilles études. On s'assoit dans un bureau, on essaie donc de les adapter, on dit, bon, on a une belle autoroute, oui. Mais il y a la question de la durabilité. L'actualisation, elle joue un rôle très important justement pour permettre la mise en œuvre là, de tels projets.
et la mise en œuvre de ces politiques qui permettent justement le partenariat entre public et privé. J'aimerais aller avec vous plutôt au niveau des recommandations managériales pour une bonne réussite de la prévalence des PPP. Des recommandations managériales peut-être qui peuvent être même utiles. Vous savez, il y a des jeunes issus de beaucoup de pays d'Afrique qui nous regardent. Juste, quelles sont les recommandations managériales pour une bonne réussite des projets PPP en Afrique? Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire aux jeunes qui nous regardent à ce niveau, qui veulent investir et aller de l'avant avec ces stratégies PPP qui sont maintenant prédominantes en Afrique? Donc, il reste 2 minutes. C'est à vous, M. Dabiré. Merci beaucoup. Et effectivement, comme je l'ai dit aujourd'hui, le PPP est une question d'actualité en Afrique. Dans tous les pays, on veut faire des projets en PPP. Mais également, en tirant les leçons sur ces PPP, nous avons fait un certain nombre de recommandations. C'est-à-dire que dans les pays, il faut faire des choix assez clairs. On ne peut pas réaliser toutes les infrastructures en mode PPP. Il faut donc définir, comme vous l'avez dit, une politique nationale en matière de partenariat public-privé, choisir des secteurs clés sur lesquels on peut réaliser des PPP et choisir des types de projets pouvant être réalisés en mode PPP. Pour moi, c'est d'abord le premier élément. Le second élément porte sur la rentabilité des projets. Nous avons expliqué que dans le partenariat public-privé, on fait venir un secteur privé. Mais il ne faudra pas que ce soit l'État qui passe son temps, et c'est le cas des pays africains, à subventionner ces infrastructures, à financer des infrastructures qui auraient dû être financées par des privés. Et finalement, ces privés viennent, ils se font de grosses rentabilités, mais ne sont pas très impliqués dans la gestion. C'est une réalité. Et nous disons, dorénavant, il faudra prendre du recul pour comprendre, tirer les leçons et faire des propositions concrètes. Un privé qui vient pour financer, il faudra aussi qu'il assume le risque d'exploitation. Ça veut dire quoi? Qu'il exploite, il assure la maintenance, et donc il sera davantage impliqué. Et s'il est davantage impliqué, il fera donc attention aux phases ex ante. Il fera attention au moment de la construction des infrastructures. Il sera davantage impliqué dans la gestion et nous aurons donc à éviter toutes ces situations que nous voyons. En termes de recommandations managériales, nous avons dit ceci à nos États. Ils doivent jouer plutôt un rôle de régulateur, un rôle de facilitateur, un rôle de catalyseur dans la mise en œuvre des PPP et laisser le secteur privé, et je pense dans les pays anglo-saxons, ce qui se fait de plus en plus, laisser le secteur privé prendre en main, définir les cadres réglementaires et confier les processus au secteur privé. Ce qui fera que les États seront moins impliqués dans la recherche des ressources et pourront se focaliser sur des secteurs purement sociaux sur lesquels le secteur privé ne viendrait jamais. Excellent. Alors c'était tout le temps qu'on avait, M. Dabiré. C'est bien compris. Merci beaucoup. Moi, ce que je vais faire, c'est de recommander ce livre à lire, Financement et gouvernance des infrastructures via les partenariats publics-privés. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est très intéressant. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30 chez Agora. Au revoir.